Attendez à voir ça sur la carte décisionnelle. Pourquoi? Parce que s'il y a une revendication de la zone minière de Goff, c'est le transfert du siège social et tout ça. Et là, on a un sous-siège. Je ne sais pas ce que c'est le siège ou si c'est un sous-siège, c'est un peu ambigu. Ça, c'est une question pour M. Ahmed Bahedi. Et pour l'économie, une deuxième question. Puisque vous avez évoqué l'enseignement dans l'économie, je vais revenir un tout petit peu à l'époque de la Troïka, et vous savez très bien, donc, il y avait un thème qui a été évoqué dans l'économie en général et dans l'enseignement de l'économie, c'est la finance islamique. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de discuter de cela, et est-ce qu'il y a eu un écho académique de cette problématique? Merci. Tu es bref, tu m'étonnes, hein. Allez-y. Je remercie les intervenants tout d'abord pour leur présentation. Ma première question, elle est pour César Amor. Et donc, la question du périurbain, je bute là-dessus aussi, par rapport à une certaine délimitation. Et donc, comment définir cette zone périurbaine? Est-ce qu'il s'agit de... certains avancent que c'est une zone qui est spatialement mais continue avec le tissu urbain de la ville, tandis que d'autres auteurs disent non, il faut qu'il y ait cette coupure un peu, cette coupure du rural par rapport à d'autres agglomérats urbains. Et donc il faut qu'il y ait cette séparation de vide entre la ville et sa périphérie pour définir un milieu en tant que périurbain. Et donc là, ma question elle vient. En Tunisie, nous avons les milieux urbains sont régis par des normes d'urbanisme et un règlement d'urbanisme, tandis que certaines agglomérations, hors périmètre communal, il s'agit aussi de noyaux d'urbanisation, mais comme étant non couvertes par un règlement d'urbanisme, peut-on appeler ces noyaux d'urbanisation des noyaux non réglementaires? Alors qu'au départ, ils ne sont pas soumis à un code d'urbanisme, dès le départ. Donc moi aussi, je suis en plein dedans de cette question par rapport à ces implantations combinées. Et conceptuellement, là, je crois, j'ai des difficultés à avancer dans ma recherche. Ma deuxième question est pour Sermoul Boulhedi par rapport au clivage nord-sud et est-ouest. Est-ce que ce clivage ne daterait pas d'avant l'indépendance? Est-ce que ce clivage entre cette Tunisie citadine et l'interland rural ne date pas des premières conquêtes arabes et des premiers noyaux urbains? Est-ce que ce clivage, comme l'a dit, j'ai lu un texte, il n'y a pas longtemps, un texte ancien d'un certain Silvano Reggio, c'est un Italien qui a travaillé sur la mer. Est-ce qu'il a fait un clivage de la Tunisie par rapport à une côte est thalassophile et une côte nord thalassophobe? Et donc, ce clivage ne serait-il pas par rapport aux populations qui ont su profiter de la mer et commercialement, culturellement, avec la pêche, le commerce extérieur, les échanges culturels avec d'autres civilisations, et par rapport à des populations qui n'ont pas su profiter de cet élément marin, ou bien qui leur était inaccessible. Et donc, la littoralisation, oui, mais même au nord, il y a un littoral, mais il n'y a pas eu d'implantation humaine, il n'y a pas eu d'humanisation du territoire nord. Et donc, là, il y a une autre question. Ma troisième question est pour Sibaka. Par rapport à l'enseignement, les trois écoles que vous avez citées, Adam Smith, le libéralisme, Marx et Keynes, où cite-t-on, par rapport à, après la Révolution, il y a une résurgence du local, on parle toujours du développement local, par le local et pour le local, et par rapport à ça, où se situe un peu la notion de bien commun en économie? Est-ce qu'elle est enseignée, l'école de Hardin, d'Elinor Ostrom, qui est venue après? Est-ce que c'est enseigné? Est-ce que ça fait partie de cette classification? Parce que la problématique traitée par Ostrom, c'est bien là, c'est le développement local, les biens communs,
c'est un peu, je ne suis pas économiste, mais c'est un peu de l'économie de troc, un mini-communisme local. Et on en parle beaucoup ces temps-ci par rapport à cette perspective. Il faut oublier le développement par le haut, il faut commencer par les populations eux-mêmes locales gèrent leur propre système de production. Je sais pas, voilà. Oui, je demandais à intervenir parce que la première intervention, je vis en France, essentiellement, et ça me rappelle exactement ce qui se passe un peu, ce qui s'est passé en 2005. En 2005, c'était une expression, ce qu'on appelle les banlieues, donc il y a un problème d'urbanisme, donc on a construit d'une certaine façon, une certaine architecture, au-delà du périph', un certain nombre de communes, et effectivement, tous les problèmes que vous avez décrits aujourd'hui, les Haïtabam, de Relation, toute proportion gardée au niveau socio-économique, c'est exactement les mêmes. C'est le problème de la stigmatisation, c'est le problème du chômage, c'est le problème des gens qui tournent en rond, c'est le problème des gens qui, alors qu'on est à un quart d'heure, à vol d'oiseau de Paris, du centre de Paris, c'est-à-dire les gens mettent en transport en commun quand ils sont desservis 1h30 pour aller à Clichy-sous-Bois ou ailleurs. Donc, les politiques qui étaient menées de l'époque, de droite et de gauche, c'est du saupoudrage, du clientélisme. Aujourd'hui, vous avez parlé de Charles, qui fait exactement. Et à part Charles, il y a des bazars qui fait des mariages, il fait du clientélisme, il fait des trucs comme ça. Et ces solutions-là sont peut-être à court terme, elles peuvent marcher pour gagner des élections ou gagner des utilités sociales, mais à long terme, ça ne marche pas. Et finalement, c'est le pouvoir public, c'est le service public. C'est l'absence du service public, c'est l'absence d'un transport en commun garanti et de qualité qui peut être desservi du matin au soir jusqu'aux heures tardives et qui peut permettre donc d'évoluer, qui permet à ces régions-là, à ces zones-là de vivre et aussi, en particulier, par exemple, un des problèmes qui se posent, que vous avez évoqué, c'est le problème des filles aussi. Des filles, donc aujourd'hui ici on dit que les filles, enfin les garçons disent que les filles doivent rester à la maison. Il y a un problème de... Une bâtie. Non, mais ça existe. Il y a un terreau culturel. Il y a un terreau culturel, donc on parle du même. La deuxième chose, il y a une partie du chômage, il faut qu'on reste à la maison, comme ça nous on peut travailler. Bon, mais c'est le même phénomène qui est reproduit là-bas. Les filles ne peuvent pas sortir toutes seules. Si elles ne sortent pas ou elles s'habillent avec un voile, pour ne pas être agressées, pour ne pas être prises pour une fille libertine. Voilà. Donc les choses se ressemblent énormément. C'est en forçant de l'architecture, du service public, du service qui est rendu là-bas, et c'est donc une question de politique de fond. Aujourd'hui, il y a le Grand Paris qui s'organise. On trouve un peu les transports en commun qui essaient de faire un effort, des choses qui font cet effort, et je pense que c'est ça ce qui permet de sortir de des situations de ghettoisation et de stigmatisation. Les jeunes, quand ils sont de 93, c'est Saint-Denis et compagnie, donc ils ont un problème pour trouver de l'emploi ailleurs et des choses comme ça. C'est exactement leur politique. Ça, c'est, je pense qu'il y a une organisation. C'est une question de politique, c'est pas simplement, c'est une enquête, on a besoin de l'apport des scientifiques pour les politiques, mais aussi pour diriger une politique urbaine, une politique de rénovation urbaine. Il y a des associations, il y a des solutions, il y a des pistes, et les gens veulent effectivement être entendus en amont dans la prise de décision, non pas pour laisser les filles prendre la place des filles ou les laisser à la maison, mais il y a il y a des solutions pratiques, locales, de proximité, qui sont très très louables et qu'il faudrait prendre en compte. C'est tout à fait légitime. Et là, j'enchaîne un peu avec votre intervention, c'est vraiment le rôle du service public. Donc c'est une décision politique. Il faudrait qu'il s'engage, il ne faut pas qu'il annonce, il faudrait qu'il s'engage à construire l'infrastructure qu'il ne peut, l'État qui peut, l'infrastructure routière. À chaque fois qu'il y a des inondations, c'est une catastrophe. Et s'ils veulent développer, c'est à force de bras. Des grands travaux, la politique des grands travaux, elle peut embaucher, elle peut mener, et il faudrait y entrer. Il ne faudrait pas simplement l'annoncer et se limiter à ce niveau-là. Et il faudrait que les scientifiques aussi éclairent cette opinion. Donc, j'ai assisté à de très belles interventions, j'ai appris beaucoup de choses, mais il faudrait que ça aille au-delà de cette petite communauté et que ça touche l'opinion, la société civile, elle peut réagir,
mais aussi l'opinion, et les politiques peuvent être soumis. Merci. Alors, j'ai deux petites questions. Une pour Sébaka, en ce qui concerne justement la refonte des programmes de l'économie, etc. C'est une très bonne idée, vu la situation que vous venez de diagnostiquer. Mais je voudrais remarquer que l'économie, qu'on considère aussi comme une science sociale, malheureusement est restée trop cloîtrée, trop renfermée sur elle-même. Très peu d'économistes qu'on connaît d'ailleurs en personne, à part c'est Ajel Mahloub, c'est Mahmoud Rouban, les autres ne tissent pas de lien avec les autres disciplines de la sociologie, l'histoire, etc. Même l'histoire des faits de la pensée, c'est enseigné par des économistes. J'ai fait exactement des bonnes études dans la période, donc je connais exactement les professeurs. Et là, peut-être que l'économie gagnerait à s'ouvrir davantage vers les autres disciplines en sciences sociales. D'ailleurs, je vous donne un exemple, et je pense qu'il n'y a pas eu évaluation de cette expérience-là. À la même période, c'est-à-dire au moment où il y a eu changement des programmes dans les années 90, il y a eu création d'une filière au niveau de l'enseignement secondaire, une filière qui, seule en Tunisie, on l'appelle économie-gestion. Ça n'existe pas, ça, de parler. Vous avez dans tous les pays en France, il y a économie sans sociale. Il n'y a pas économie-gestion. Donc, économie-gestion. En France, c'est économie-gestion. C'est économie sans sociale. Les programmes d'évaluation sociale. Peut-être c'est créé secondaire. Ah, en secondaire. Au secondaire. D'accord. Je ne parle pas de l'enseignement supérieur. Je parle de l'enseignement secondaire. Ah, d'accord. Au niveau de l'enseignement secondaire, c'est une formation en économie sciences sociales où on enseigne la sociologie, l'histoire, l'économie, etc. Et c'est un peu un cycle préparatoire pour les futurs étudiants qui viennent, qui peuvent ou bien faire de l'économie, ou bien faire de la sociologie, ou bien faire de l'histoire, etc. Alors que nous, maintenant, on a des étudiants qui font la fameuse filière lettres, et qui sont censés faire des études en sciences sociales, et les autres qui font des économies seulement. Exactement, c'est économie sciences sociales en France. Ça n'existe pas d'économie-gestion au niveau du secondaire, c'est sûr. Et dans n'importe quel autre pays d'ailleurs, ça n'existe pas. Donc il faut, à mon avis, faire une évaluation de cette politique-là. Et je vais vous dire peut-être un constat, c'est que s'il y a eu changement des programmes, c'est justement pour donner à ces enseignants ce qu'ils doivent enseigner au niveau secondaire. Donc la préparation a été très très longue, mais l'objectif c'était ça aussi. C'était former des étudiants dès le secondaire sur le modèle libéral seulement. Donc il faut peut-être revoir cette expérience-là et pourquoi pas commencer dès le niveau secondaire à former des étudiants qui soient ouverts à la fois à l'économie mais aux autres sciences sociales. Une question à Siamoual aussi pour les données, pardon, qu'il a présentées, mais en fait il y a deux remarques. La première, c'est l'explication du retour du stock migratoire positif pour le nord-ouest. Pour le nord-ouest, c'est ça? Alors j'ai mal compris. Parce que ça serait, justement, c'était quelque chose d'assez bizarre. Le nord-ouest, depuis longtemps, a toujours eu un solde très négatif. C'est moi qui a mal compris. Par contre, pour ce qui est du premier constat de 56, entre le nord et le sud, mais ça c'est parce que c'est une conception assez classique en fait. Tous les pays d'Europe font ce clivage nord-sud. 56 c'était toujours sur le protectorat, donc le programme a été fait sur le protectorat. Et je pense que le sud était mieux développé, même en 56, que les régions du nord-ouest. Donc c'est plutôt une hypothèse qui a été suivie, beaucoup plus qu'un réel constat et un changement des disparités de la configuration nord-sud ou est-ouest. Alors, j'ai une petite remarque à faire qui est une remarque un peu transversale, qui concerne beaucoup des communications que nous avons entendues ce matin et qui concerne à la fois une question de sources de terrain et de mode d'approche, de manière d'approcher les choses. Dans beaucoup de communications, nous avons vu effectivement une exploitation très poussée, très intéressante, extrêmement conflictuelle, je trouve, de données qui, ça répond un peu à ton vœu, du moins en pratique, de voir exploiter toute cette masse produite par les instituts, etc.
et qui, malheureusement, peut-être pas suffisamment. Cependant, il me semble que utiliser les données qu'on utilisées dans beaucoup de communications ce matin, qui sont des données d'ordre statistique, qui sont des données officielles, la plupart du temps, j'ai eu l'impression qu'elle n'était pas accompagnée, on ne l'a pas vu en tout cas, peut-être d'une certaine distance critique, du moins d'une mise en contexte de la production de ces données, comment elles sont faites, comment elles sont abordées, etc. Je ne dis pas ça comme ça de manière générale. Je vais prendre un exemple. La communication de Amor, lumineuse, hein, pourtant me pose un petit problème. Amor, je n'ai pas vu parler, par exemple, ou évoquer le problème, la question de l'économie informelle. Tu vois, oui, mais écoute, si je veux avoir une idée sur ce qui se passe, sur, je veux dire, une petite remarque, c'est ça, je veux dire, intégrer ça dans notre manière de voir les choses, et s'il n'est pas possible d'avoir cette économie informelle par le moyen habituel, des statistiques, etc., regardez comment, par des enquêtes de terrain, donc, comment les gens peuvent nous dire ce qui se passe par l'économie informelle, par des enquêtes de terrain, etc. Et du coup, nous avons non seulement un déplacement de source, mais aussi un déplacement d'échelle. Au lieu d'une approche macro, qui, j'ai eu l'impression qu'elle dominait, n'est pas unique, mais elle dominait, nous pouvons aussi avoir une approche micro du point de vue des acteurs, et comment eux, ils font les choses. Ces gens qui sont à Kasserine, on a entendu répéter que les gens de Kasserine, si on leur construit, ou de Tatamil, si on construit une usine, personne ne va y travailler, parce qu'ils gagnent 10 fois, 20 fois, 1000 fois plus par la contrebande. On aurait aimé tu vois je sais pas si vous voyez ce que je veux dire par là. Donc ça nous pose à nous, chercheurs, des questions cruciales, je pense, sur les manières dont nous devons aborder cette réalité sociale et où les questions doivent être effectivement abordées. Est-ce qu'il y a véritablement un lien? La question se pose. Moi, c'est ce que je pensais jusqu'à il y a quelques temps. Mais la question se pose, est-ce qu'il y a réellement un lien aussi structurel entre le djihadisme, qui est la forme extrême, non pas la révolution, je ne dis pas la révolution, je ne dis pas le mouvement de protestation, mais le djihadisme par exemple, et les questions de développement. Ça, c'est une question qui est remise en doute par plusieurs chercheurs, et je pense que peut-être complexifier la question ne serait pas vain. Voilà. Je donnerai la parole à Moussa, puis Hela, puis Akbar, puis Aïd. Hela, c'est pas grave. J'ai deux petits commentaires, questions. En fait, par rapport à la question du rapport des jeunes à l'État, parce que vous avez évoqué tout à l'heure sur le manque d'appropriation des jeunes des politiques publiques, et en même temps le décalage entre les aspirations des jeunes et la manière dont l'État conçoit ses politiques. Là, on observe quand même un phénomène assez inédit. D'un côté, on voit l'émergence d'une société civile avec une injonction à l'autonomisation. Ça veut dire que vos quartiers, une injonction à l'autonomisation. Ça veut dire, vous maintenant, arrêtez, c'est un discours qu'on entend de plus en plus, propagé par des ONG et la société civile. Vous devez être autonome, vous allez prendre en charge vos quartiers, arrêtez d'être dans une attitude attentiste vis-à-vis de l'État. Il y a ce phénomène nouveau d'un côté. Il y a un autre phénomène aussi très complexe et qui me pose aussi question. On ne peut plus parler de l'État maintenant comme on peut en parler à l'époque de Ben Ali et de Bourguiba. On a un clientélisme qui n'est plus centralisé, c'est l'effritement de l'État, avec des clans mafieux un peu partout dans tous les
sens, et puis l'injonction des bailleurs de fonds qui en ce moment sont en train d'encourager tout ce qui est politique de décentralisation, avec une politique claire dont on va donner plus de pouvoir aux municipalités, confirme le dernier rapport de la Banque mondiale. Et tout ça veut dire quoi? On est en train de pousser à l'effritement de l'État, on est dans une idéologie néolibérale poussée à l'extrême, donc du coup les vœux pieux le travail de bonne foi de la société civile, une partie de la société civile, on va créer des zones d'autonomie par rapport à l'État, ne fait finalement que renforcer l'idéologie libérale propagée par la Banque mondiale. J'aimerais savoir votre avis sur cette question-là. Et ça soulève aussi l'autre question de la concurrence aussi entre société civile et mouvements sociaux. Donc, société civile en tant qu'ONG, au sens d'Alexis Tocqueville, d'organisations organisés, de groupes organisés, qui sont plus ou moins dans une interaction avec l'État, qui continuent à défendre des problématiques de citoyenneté et de liberté individuelle, avec beaucoup de mal à articuler les libertés individuelles avec la question sociale, et avec des mouvements sociaux un peu spontanés qui émergent de temps en temps comme ça par irruption et qui ont du mal à avoir une traduction culturelle avec un contenu clair. Et là on voit aussi qu'un gap se creuse aussi entre la société civile au sens tocquevillien et les mouvements sociaux au sens gramscien du terme. Ça aussi c'est une problématique importante. Et troisièmement, pour aller dans le sens de SEMI, je pense que c'est fondamental d'avoir une approche pluridisciplinaire. Par exemple, ce que vous avez évoqué ce matin, qui est très éclairant sur la problématique chômage, éducation, ne peut pas être, mériterait d'être éclairé par une approche en économie politique, par exemple. On ne peut pas comprendre les problèmes de chômage et d'éducation sans comprendre, par exemple, les dysfonctionnements structurels dans l'économie tunisienne qui découlent, entre autres, d'impacts avec l'Europe qui reste plus que problématique parce qu'on est en train de financer des secteurs économiques particuliers dans l'économie tunisienne aux dépens d'autres. Ça, c'est un point important. En termes d'économie politique, ce serait bien, à Baka, si on peut faire un manifeste pour appeler à plus d'économie politique. Par exemple, on ne pourrait pas comprendre ce qui se passe au niveau de l'État sans comprendre comment Narda, par exemple, pour prendre cet exemple-là, a réussi à fabriquer, à en construire, comme les Turcs, une nouvelle clientèle et une nouvelle élite économique Nahdawi qui défend les intérêts de Narda, qui complexifie le jeu économique, puis la rivalité entre la nouvelle élite économique et l'ancienne. أنا عندي ملاحظة حاجة معناتها تنجم تكون تمثل الجوانب اللي حكيتوا عليها الكل. بعد 14 في ثم كلمة خرجت برشا حكيوا عليها من السياسة. ثم زوج مفاهيم هما يتفرقوا زوج مفاهيم. ثم الكلمة نتاع الحجرة والتهميش. ثم حاجة الانستيتيوشن والباحثين والإعلام والناس الكل واصلت فيها. ثم حاجة أهمتها. وصلنا نحكيوا على التهميش. ثم دراسات تعملت على التهميش. ثم برشا حاجات مشات في السونس هذاك. الجانب الآخر اللي هو الحجرة اللي هو يعني حاجة أخرى. هذايا الجانب هذايا تم تهميشه وما نحكيوش عليه برشا. بالفعل كنا ما نحكيوش عليه برشا مش معناها راه مش موجود في المجتمع. الحجرة هذه تظهر في برشا مظاهر نتاع نقمة. الفرق بين هذا وهذا شنو هو؟ التهميش ينجم الناس تثور عليه بطرق احتجاجية. الحجرة الناس كي تثور عليه بطرق نتاع انتقام نتاع تخريب. باش ناخذ دوز اكزامبل الان نتبع فيهم بيرسونيلمون معناها. الاكزامبل الاولاني اللي هو ثم في السيدة. ثم ان فينومين يعرفوه العباد اللي يعرفوا السيدة ولا اللي خذاو الترام تاع باجة وتاع بنزرت وكل. ثم ان ريتوال دوبي 30 40 توا كي توصل بحث السيدة اللي في الترام يعرفوه واللي برا يعرفوه. يتلموا العشية العباد يعرفوا الوقت نتاع الترام بالضبط الصغار ويشدوا الحجار كلهم الترام يتعدى تطلع على الترام يكسروا البلاد ومن بعد يرجعوا يعملوا شي يعملوا الصغار اللي كسروا الاخرين اللي بانوا يلعبوا يشربوا في الشراب كل واحد شي يعمل معناها حاجه يقصوا على الحاجات اللي يعملوهم الكل ويمشيوا يضربوا الترام ومن بعد يرجعوا. سي ان ريتوال راهو الناس قلت انا بيدي قبل عملتها كيلكو بار في العام 11 سنه دونك معناها حاجه انا في رايي سي تري انتريسون دو ماركي سيت ان شنو يمثل التران بالنسبه للصغار هذوما شنو يمثل لهم التران هذا باش يخلي الحقد هذا بورتون العباد ديريكت من غاديك هما عباد معناها مزمرين على الفقراء. ثم فينومين اخر ثاني اللي هو يفرق شويه على هذايا اما عنده نفس السينيفيكاسيون عنده سينيفيكاسيون معناها مهمه حتى هو اللي هما شكون لي جون تاع الفيلاج
كيف وقت اللي عمري 13 14 كنت في الفيلاج مع الصغار هذوك ما نعرفش معناها السنتيمون هذا. وقت اللي نحن صغار شنو هما لي سامبول اللي يعجبونا؟ شنو والاختيار نتاع لي سامبول سي با بارازار نختاروا بلاد وتوا نختاروا شو اسمه ابو بكر البغدادي. علاش نختاروا بلاد ونختاروا ابو بكر البغدادي؟ خاطر بلاد ابو بكر البغدادي هو اللي يخوف الناس اللي يقلقونا الكل. تو سمبلومون معناها شو اسمه ابو بكر البغدادي هذا شنو هو الميزه نتاعو بالنسبه لانجان في حومه شعبيه؟ شنو هو ميزته؟ الاعداء اللي نهار كامل الا تاك من غير ما يفيق وما يعرف. هو كي يتفرج في التلفزه يحس بالاغريسيون ما يفيقش علاش؟ خاطر il بومباردي تو لي جور. لي زانتيليكتوال مالوروزمون ثم فراكتور الناس تنقم على لي زانتيليكتوال ميم سي عمرهم ما سمعوهم، هم ينقموا عليهم يحسوهم تابعين المنظومه، البوليسيه، السياسيين، الناس هذوما الكل شكون اللي يخوف فيهم اليوم ويلعب فيهم؟ ابو بكر البغدادي داعش. دونك ما حلاها داعش نحن معاه. هكا راهو سي سامبل كو سا. العباد من بعد ساعات تركبها برشا دي فينومين سي ان سونتيمون دو ان. دونك مثلا ناخذ كانيكدوتيك كيفاش الناس تتعامل مع المظاهر هذيا. وقت اللي صارت احتجاجات في بن قردان عام ناوي. الاحتجاجات هذيا سي فري كو مانيبيولي برشا وسي فري كو مدخله فيها برشا اطراف، لكن الاحتجاجات هذيا اللي حركها هو ثم ان سوسي ريال عند الناس غاديك المجال الوحيد نتاع لاسونسيون سوسيال والمجال الوحيد نتاع باش يعيش بون فاسون ديني هو كونه معناه يعمل الكونتربون. سي لا سول فاسون ليتا ما تعطي فيه في حتى شيء، ما ثماش حتى انفستيسمون بريف، ما ثم حتى شيء. دونك سي لو سول موان لا سول رياكسيون اللي لقيناها نحن معناها بور اجير مع الناس هذوما اوريو دو تروفي دي سوليسيون. هذوما راهم ناس مع داعش، ناس مع الارهاب. إذا كانوا الارهاب يعامل فيا خير من الدوله التونسيه، انا مع الارهاب. هكا غاديك الناس تحكي يقول لك اذا كانت الدوله التونسيه معناها ضدي على كل شيء، وحتى وقت اللي دبرت معناها ما طلبت منها شيء ومشيت استرزقت هي جات ضدي. اذا كان هي هكا تخمم فيا يعاد الارهاب يخمم فيا اكثر او موا يدبر لي في خدمه ويحسن لي في ظروفي. دونك الفو معناها سورتير دو ريلاتيفيزي اونتر المشكله الحقانيه والمانيبيولاسيون نتاعها. ثم فرق بين المشكله نتاع التنميه والمشكله نتاع الاحساس نتاع الحقره، تحس بالميبري. انا ثم حاجه عملتها بيرسونيلمون اللي هي سامبل على الاخر. هي ساعات نبدل معناها مش نبدل ماضي برشا، اما في اللبسه نتاعي وانت خاطر ندور برشا في السونتر فيل، دونك نعرف البوليساي لي بوان نتاع الكونترول بابيي ونتعدى. اي بان سولون اللبسه نتاعي سولون ماندري في اللحظه هذيك عندي نقولوا احنا شونس ملتيبلي بار 4 ولا بار 5 باش نتوقف. جربتها مع ثم ايامات كي نبدا لابس لبسه معينه او كي نبدا ماندري بطريقه معينه نتوقف 4 5 مرات كونترول بابيي. ثم مرات معينه كي نبدا خاطر هذيك الاكسبيريونس زاد نعرف ثم فاسون باش تخزر وباش تتكلم وكل طريقه ما تتوقفش. اما معناها ثم دي كليشيه تحس روحك بهم انت كانوا المجتمع قاعد يهاجم فيك il t'agresse à tout moment toute la journée. Donc il faut accorder de l'importance à ça, je pense. Merci. Non. Merci. J'ai une question à poser à Eva. Je ne sais pas quel est ton avis sur la dernière loi qui régularise tous les trucs anarchiques. Une loi qui vient d'être prise à l'Assemblée des représentants du peuple qui régularise tous les trucs anarchiques. Toutes les constructions anarchiques. Je suis pas. Qui vont remanier les formes. Non autorisées. Non autorisées. Voilà, je voulais savoir si sur ton terrain. Je suis pas au courant. Excuse-moi. Bon, moi je suis pas au courant de beaucoup de choses, mais celle-là ça m'a frappé. C'est quoi le mot? C'est des gens qui ont eu des autorisations, mais qui ont fait des dépassements. Donc ils peuvent régulariser. Moi, ça, je suis bien avec ça, ça m'a. Je voulais savoir ton avis. Peut-être que j'exagère. Alors, je voulais rebondir, puisque Samy m'encourage à penser ce que je pense. Je pense que la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on peut profiter de la révolution aujourd'hui? C'est-à-dire comment nous pouvons, nous, chercheurs, enseignants, etc., profiter de la révolution. Il y a un constat qui me frappe beaucoup dans ce qu'on dit, et puis je pense qu'il est vrai, c'est notre incapacité à agir ou à peser sur quoi que ce soit. Ni les réformes de l'enseignement, ni la politique, ni rien du tout. Je veux dire, il y a ça. Je veux dire, là, je vais sortir de la guille, franchement, parce que je pense que de me laisser aller à ce diagnostic, moi je suis du genre le verre à moitié plat, et j'ai envie de sortir de ce diagnostic guignard, fatigue. Alors, ce que je pense, c'est que véritablement nous avons une occasion. Alors, 4 ans sont passés, c'est un peu tard, mais bon,
après tout, on est en processus, paraît-il. Donc, continuons. Et ce qui me semble important, c'est peut-être de s'en prendre, cette fracture qu'on appelle entre le savoir, la politique et le peuple. Alors, ça, c'est une chose à laquelle on doit nous réfléchir. C'est à ça qu'on doit réfléchir. À quoi on sert? À quoi on sert? Je ne sais pas à quoi on sert. Simplifier le savoir. Mais, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on doit poser ça sur la table, si tu veux. À quoi on sert? Et puisque nous sommes si impuissants, puisque on est passé d'une fracture nord-sud à une fracture nord-sud, est-ouest. Tu vois, tout ça, non, mais je veux dire, c'est ça qui devrait nous pousser quand même à... Et donc, cette fracture, et moi, je pense que on est dans une vraie crise, maintenant. C'est pas seulement une crise sociale. Moi, je crois qu'il y a une crise de l'autorité. Dans tout, c'est absolument total, et c'est pas seulement la politique. Alors, on veut que l'État soit le chef d'orchestre. L'État, il est à terre. Il n'a même pas de pouvoir, l'État, ni autorité, ni pouvoir. Je veux dire, donc il y a ça qui est entre nos mains et sur lesquels nous devons véritablement réfléchir. C'est plus qu'une fracture, c'est une crise vraiment de l'autorité. Et moi, je pense que ce qui est aussi, à mon avis, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, cette histoire d'expertise des spécialistes. Mais c'est pas une chose qui existait avant, hein. C'est parce qu'on les voit à la télé, que ce sont nos collègues, donc on se moque d'eux, ça nous fait du parti républicain. Ça a toujours existé, mais ils sont dans les organisations internationales. Allez, pourquoi est-ce qu'il n'y a que 3 profs, voilà 3 qui ont fait Agile BD? Pourquoi? Parce qu'ils sont disséminés dans les organisations internationales, c'est-à-dire que ce phénomène d'expertise économique au bénéfice d'un libéralisme économique qui ne nous revient pas, il existe depuis longtemps. Mais comme on voit les gens à la télé, maintenant on est offusqué. Donc ça n'a pas commencé aujourd'hui. Moi je pense que c'est une affaire qui n'a pas commencé aujourd'hui. C'est pour ça que moi je pense que l'université a un rôle aujourd'hui, un devoir, ce que je peux appeler l'universitarisme civique. Et peut-être si on ne fait pas de réforme, même on l'a fait nous-mêmes. Nous avons pris le baccalauréat, on n'a qu'à être des insoumis. Dans nos classes, on n'est pas obligé d'attendre les réformes. Pourquoi est-ce qu'on attend de faire une transdisciplinarité? Pourquoi est-ce que tu attends pour faire des histoires de faits économiques? Pourquoi? On n'attend pas. Je t'invite et tu m'invites et puis faisons-le. Je veux dire, il y a possibilité de faire la révolution comme ça. On ne va pas attendre comme ceux qui attendent tout. On est en attente déception. C'est pareil, nous les chercheurs et les intellectuels, on est en attente déception. Kiff kiff, comme les gens de Kremouest. Pareil, tu prends pour se regarder. On est bien et tout. Non, mais je veux dire que nous avons quelque chose à faire de fondamental qui est pas seulement, qui est peut-être de l'ordre de la solution, mais de la prise de responsabilité. Voilà. Nous devons prendre notre responsabilité en tant qu'universitaires. D'accord? Associatif universitaire, maintenant je suis à l'aise. Donc moi je me disais aussi que pourquoi est-ce qu'il faut toujours, depuis ce matin, je me sens souvent l'État est au centre du débat. À chaque fois on revient vers le mot État. Et moi je vais dire, on va mettre la citoyenneté à la place de l'État, au centre du débat. J'ai bien noté ce que vous disiez tout à l'heure, ceci étant, on a réconcilié le citoyen avec l'État, que l'État ne soit plus le bourdin, ne soit plus le père. Bon, ça c'est une question qu'il ne faut pas non plus évacuer. Il y a quand même le défi, c'est quand même de passer d'un État autoritaire à un État, disons, démocratisant ou démocratique, si on peut être jusque-là. Mais par contre, sans parler de citoyenneté, ne soyons pas trop ambitieux, est-ce qu'il faut déjà aussi réconcilier l'habitant avec son environnement? Parce qu'il est fâché aussi avec son environnement. Enfin, c'est incroyable. Je veux dire, je n'ai pas, excusez-moi, compris tout ce que vous disiez sur la robe, mais il y a le problème que les gens sont fâchés avec eux-mêmes et avec leur environnement direct. On peut simplement prendre la tarte à la crème du problème vis-à-vis de l'écologie, vis-à-vis de tout ça. C'est incroyable. Les gens ont un comportement suicidaire vis-à-vis de leur environnement. Donc là-dessus, c'est peut-être pas la peine d'attendre justement l'intervention de l'État ou que l'État initie quelque chose. Bon, à sa charge d'être un accompagnant, peut-être un médiateur, mais ne pas attendre de lui qu'il soit toujours celui qui donne l'ordre ou qui fait à la place d'eux. En plus, quelque chose qui m'a beaucoup frappé quand vous avez dit, de toute façon, quand il fait quelque chose, c'est qu'il a des mauvaises intentions. C'est qu'il veut m'utiliser en tant que citoyen. Il veut utiliser, c'est ça, vous avez à un moment donné dit, quand on fait quelque chose pour les gens, ils deviennent méfiants. J'ai mal compris? Il y a ce côté, cette espèce d'interprétation toujours d'une arrière-pensée. Mais c'est le... Non? Non, alors j'ai peut-être mal compris, excusez-moi. Bon. Je me souviens pas. D'accord. Okay. Bon, mais par rapport au comportement aussi de ces citoyens qui sont plus ou moins suicidaires vis-à-vis de leur environnement, je me demande si on est encore dans une phase de décompression. Parce que
la marmite, elle a été tellement comme ça, qu'il faut... Voilà. Et on perd un peu le bon sens et le sens aussi de son environnement. Bon, j'arrête là avec une impression de temps, pardonnez-moi, et je voulais aller sur l'exposé de Sierra Moll, parce que si on suit votre raisonnement et qu'on fait un peu de politique fiction, on va se dire que les disparités que vous constatez, qui vont se posant, on va avoir donc un littoral qui va continuer de se développer, voire de se surdévelopper, et une frontière, par exemple algéro-tunisienne, qui va devenir le danger numéro 1. Bon, si je caricature à outrance. Et là-dessus, bon, je rejoins ce que disait là tout à l'heure, sur la tarte à la crème, là, dans ce domaine-là, ça va être la régionalisation, la décentralisation. On va créer aussi une ambiguïté totale entre le terme de régionalisation et de décentralisation, ce qui n'est vraiment pas du tout la même chose, alors que les finances de l'État sont exsangues et qu'en matière de décentralisation, il ne faut pas des finances exsangues, il faut pouvoir quand même déléguer et donner de l'argent aux régions. Donc je voulais vous poser la question de qu'est-ce que vous voyez, vous, comme élément endogène de développement dans ces régions, justement, qui sont en voie de perdition croissante, d'autant qu'on est dans une crise également, je ne vais peut-être pas jouer l'occidental de service, mais enfin, dans les pays occidentaux, pour ne pas citer les pays de l'Union européenne, il y a un problème de crise du principe de redistribution. On fait le constat que le principe de la redistribution, ben, ça n'a pas forcément très bien fonctionné, que en fait, bon, on est dans des politiques d'assistance, ni plus ni moins, et qu'elles ne donnent pas grand-chose. Donc, d'où les mouvements séparatistes, catalans, écossais, etc. Je ne rentre pas dans les détails. Donc, là-dessus, qu'est-ce que vous pensez pouvoir explorer comme piste? Enfin, je ne m'adresse pas à vous, mais c'est vous qui en savez le plus, par rapport à des éléments endogènes de développement qu'on peut trouver, hormis, parce que bon, l'argent de rapatriement des immigrés, c'est pas un élément, un facteur endogène. Mais enfin, bon, on a commencé à en parler. Je vous remercie. Je crois qu'on peut passer aux réponses. Je vais essayer de synthétiser, parce qu'il y a plein de questions. Moi, je pense que ça tourne autour de définition de concept, et puis il y a une question centrale qui revient dans les questions sur l'État, sur la citoyenneté, que je n'ai pas eu le temps d'aborder, parce que c'est long. Et la construction de... Ah oui, la question de l'autonomisation, ce jeu très intéressant entre les trois acteurs que sont donc ce que vous avez appelé les politiques de décentralisation, le rapport à l'État et puis la société civile. Je commencerai, si vous permettez, par la question sur le périurbain, parce que je n'ai pas... J'ai commencé mon exposé et je n'ai pas changé d'avis. Pour moi, c'est une prénotion. Si vous prenez l'habitat spontané périurbain dans les années 80, moi je tiens à l'appeler habitat spontané périurbain. Pourquoi? Parce que expatrié par rapport au centre, parce que pas suffisamment articulé sur le plan des transports, etc. Maintenant, bon, économiquement aussi. Maintenant, vous avez une articulation forte entre Tadam, Rondo, Arish et le centre. Ouais, je parlerai plutôt de quartier. Maintenant, à la limite, ça ne me gêne pas beaucoup, habitat, qu'ils appellent que ce soit spontané, périurbain. Bon, je sais que peut-être que Omar n'est pas tout à fait d'accord avec moi, parce que c'est pas la question du territoire qui m'intéresse, c'est plutôt la population, c'est la construction de ce territoire, c'est la construction du rapport à l'État. C'est cela que je regarderai. Donc, à la limite, bon, je l'ai dit dans mon exposé, à la limite, je suis de moins en moins enclin à parler à la limite, d'habitat spontané, qui n'est plus si spontané que ça, qui n'est plus réglementaire. C'est un quartier dont il faut reconstruire, et là je rejoins ce que tu as dit, l'histoire de ces populations à l'État. On ne peut pas, je crois qu'il faut s'entendre sur une chose, et je le dis très, très rapidement, la société s'est construite par rapport à l'État en Tunisie. Bon, il faut regarder, quand même, si on fait un peu l'histoire des 60 dernières années, c'est un acteur central. Je ne veux pas dire par là qu'il faille se limiter à une lecture et à tout voir à travers le prisme de l'État, mais on ne peut pas contrôler cet acteur central. Donc voilà, le périurbain, pour moi, c'est une notion qui risque d'être folle, surtout quand vous avez les cités populaires, l'habitat spontané, les quartiers, machin.
c'est plutôt des quartiers. Et je ferai à votre place une typologie des quartiers en fonction de leur historique, de cette question de l'habitation, de contenu social, davantage que de m'attacher à des, voilà, des espaces qui à 4 km au périurbain ou hors cité communale. Quelle est la différence entre l'habitation qui est dans le périmètre communal et celui qui est en dehors du périmètre? Aucune. C'est les mêmes. Donc vraiment, arrêtons avec ces discours. Mais là, il s'agit de reconstruire un concept. Je ne l'ai pas. Si c'est ça ce que vous voulez dire, je ne l'ai pas. Je suis dans la déconstruction pour le moment. Et j'ai de plus en plus tendance à refuser ce terme de PUJ. Bon, alors les questions sur le oui, tu as parlé du clientélisme, je n'ai pas eu le temps. En fait, clientélisme, bon, c'est... On n'est pas... moi, je crois qu'il ne faut pas aller vite en besogne. Quelqu'un l'a dit, je crois que c'est vous dans la salle. Bon, on n'est pas sorti du clientélisme, on n'est pas sorti de la construction d'un rapport clientéliste, par le haut, à l'État, etc. On y est toujours, on l'a vu dans les enquêtes. C'est à cela que l'on peut servir, c'est des enquêtes. Là, on a beaucoup appris. Nous avons beaucoup appris de ces jeunes. Je ne sais pas s'ils ont appris, mais moi, j'ai énormément appris. Et je pense que la restitution et la construction avec ces jeunes. Parce que finalement, et c'est peut-être à cela aussi que c'est la recherche, on était parti avec l'idée que, oh là là, madame, c'est vraiment là, les salafistes, etc. Je te dis notre sentiment, hein. Mohamed Ali, Ahmed, on avait un peu ce sentiment-là, hein, c'est les salafistes. Et qu'est-ce qu'on trouve? On trouve des gens qui luttent à main nue, entre guillemets, qui se démettent avec les moyens de bord, qui te disent que, par exemple, que la charia, c'est renvoyé au calendrier, avec un niveau d'instruction très bas, qui en rapporte également. Et là, on rejoint la question d'autonomisation. Moi, je pense que l'autonomisation, je m'excuse, je vais très vite, parce que là, je ne sais pas où tu as aller vite. Bon, donc, du coup, j'ai oublié. Sur l'autonomisation. Moi, je poserai la question de l'autonomisation à deux niveaux. Au niveau de la construction même, et je l'ai fait dans un papier, la construction même de la définition de la jeunesse. Il y a une définition que tu connais, toi, des questions d'autonomie et d'indépendance. Indépendance, c'est quand tu dis, par exemple, quelqu'un qui a un salaire, mais bon, il n'a pas besoin d'argent de poche, c'est de l'indépendance. L'autonomie, c'est beaucoup plus intéressant pour nous, parce que c'est l'autonomie au niveau du pouvoir de décision. Et je me suis amusé à travers les enquêtes, à travers les études d'autres enquêtes sociologiques, à essayer d'interroger un peu ce concept, bien avant 2011. Et qu'est-ce que je découvre? Je découvre que les jeunes, dans une gouvernance autoritaire, il n'y a pas de liberté, c'est un quartier sous surveillance, sous une chape de plomb, l'individualisation, l'autonomie se construisait dans ça. Je veux dire par là, tout simplement, que c'est ce que je viens de dire à travers l'enquête, que vraiment, je suis loin de moi l'idée de penser que c'est l'État, que c'est les associations. Souvent, les gens font les choses tout seuls. La fille qui a lutté pour qu'on ne ferme pas sa boutique, qui se trouvait face à la mosquée, alors la Asnem, on va, les salafistes qui ont un dôme à Asnem, il faut fermer la boutique. Elle a attendu une association, elle a lutté avec les moyens de l'ordre. Je veux dire que donc il y a une construction qui se fait au niveau des individus, construction dans le sens d'autonomisation. Maintenant, le relais après, c'est les sociétés civiles, les associations, etc. Moi, je pense que c'est un travail qui va venir par la suite. Alors, je vois très mal, je vois mal comment, ce que vous dites là, comment la société civile va dans le sens où il s'agit
de faire reculer un peu le rôle de l'État. Si j'ai bien compris. Que j'ai mal. C'est un autre débat, mais. Enfin, les ONG, bon. Est-ce que j'ai bien compris votre idée? En fait, moi, il faut que je précise d'où je parle. Moi, je défends l'idée de l'État, même si l'État peut lui empêcher beaucoup de choses. Moi, la question que je me pose, à force de dire maintenant, encourageant la société civile à prendre en charge tout, est-ce qu'on n'est pas en train c'est une question, c'est une interrogation plus générale. On n'est pas peut-être en train inconsciemment de passer l'État, c'est ça, et de favoriser l'idéologie néolibérale. De toutes les façons. C'est ça. De toutes les façons. Parce que moi, la petite qui lutte toute seule, ça ne m'intéresse pas. Moi, il me faut des luttes, le moyen que la société puisse collectivement se défendre collectivement, parce que le mec qui fait une grève de la faim et qui obtient un gain de cause, ou la petite qui réussit à sauver son business, oui, ça arrive, mais on a besoin de solutions collectives à une échelle nationale pour que... Enfin, c'est ça, moi, c'est... Après, l'autre niveau de concurrence, c'est les problématiques sur lesquelles la société civile est en train de se mobiliser. Il y a des fonds qui sont adressés sur des thématiques bien particulières et qui risquent de confisquer des mouvements sociaux qui sont sur des thèmes plus questions sociales. Donc, la question est beaucoup plus large. Non, mais j'entends bien. En 2 mots, l'autonomisation se pose à 2 niveaux. Moi, je l'ai posé au niveau individuel. Il faut le dire de toutes les façons. Attention, les processus sociaux sont là. Ne les sous-estimons pas. C'est très important. J'irai même plus loin. Je dirais que cette autonomisation qui a commencé à voir le jour au sein de la famille, etc., a apporter quelque chose au mouvement du 11 janvier. Bon, ça, c'est notre... 11 janvier. Du 11... de 2011. C'est-à-dire 14 janvier. Pourquoi je dis le 11 janvier? Maintenant sur la question de la construction, il y a deux processus qu'on a bien observés. Les jeunes ne vont pas pour le moment vers la société civile et vers les associations. Pourquoi? Parce qu'ils ont des attentes très précises. Tant que ces attentes, ils ne voient pas se profiler une possibilité d'articuler leurs attentes à ces associations, on ne peut pas avancer. La deuxième chose, qui est très forte et qui se développe, loin de... les jeunes ne sont pas du tout dans une posture où ils demandent moins d'État, ils demandent plus d'État. Il y a une démultiplication de la demande telle que de toutes les façons, plus que jamais, on est vraiment dans cet État qui est un acteur central. Et c'est d'autant plus dramatique, entre guillemets, que si on reconduit, c'était ça mon point, si on reconduit les mêmes politiques, on n'ira nulle part. Si on continue à faire de la réhabilitation, c'est ma conviction, de la même façon. Les politiques d'insertion professionnelle, de la même façon. Les jeunes ne vont plus, ceux que j'ai observés, ne vont plus au bureau d'emploi. Ce n'est pas seulement par rapport au dispositif, c'est aussi les attitudes, les logiques qui sont développées par ces prestataires du service. C'est tout cela qu'il faut reprendre, remettre à plat pour avancer. Mais moi, je ne suis pas du tout pessimiste. Je vois qu'il y a des ressources, et je n'arrête pas de le dire, il y a des ressources dans ces quartiers. Et c'est pour ça que je dis, bon, il y a de l'espoir. Voilà. Je m'arrête là. C'est à moi. Bien, donc, moi, je réside d'abord à la remarque du avant d'essayer de répondre aux autres questions. Bon, personnellement, j'estime que le périurbain, c'est par rapport à l'urbain, mais il se définit par opposition à l'urbain aussi. Donc, il n'est pas l'urbain, il n'est pas le rural, ni l'un ni l'autre. Et il se définit donc par rapport aux deux, donc par opposition. Donc, c'est un contenu différent, une mentalité différente, une position différente, des formes différentes. Et donc, à la limite, le problème de rupture ou non, ça c'est. Bon, il y a plusieurs critères de distance, donc de rupture spatiale, mais en fait, ce qui est autour de la ville, mais qui n'est pas urbain. Donc, soit dans le sens classique, soit même dans le sens moderne. Et il y a aussi la notion de mobilité, ce sont des gens qui généralement travaillent dans la ville et habitent
Et donc voilà deux notions qui définissent beaucoup plus le périurbain. Maintenant, je vais essayer de réagir aux différentes questions. Alors, au niveau de l'opposition nord-sud, donc au niveau des élections, tout à fait, ça a surpris tout le monde, donc, mais il ne faut pas avoir des liaisons automatiques entre le niveau de développement et le vote à gauche ou à droite, ou bien CEPS, ou bien NAV, ou bien CPA. Donc, ça, si vous voulez, donc, ça me rappelle donc, un des ouvrages de géographie politique au début du XXe siècle en France. Et donc c'est le père des géographies politiques. Et donc il a fait la liaison entre la roche-mer, le granit, donc il a dit le granit vote à droite et le calcaire vote à gauche. Bon, c'est-à-dire à la limite on peut être sous-développé mais passer à gauche comme à droite. Donc à la limite on peut passer à l'extrême. Mais alors, bien sûr, il y a des études qu'il faut faire, c'est tout à fait légitime. Et bon, il ne faut pas oublier aussi qu'il y a les solidarités sociales, les mentalités, que la société tunisienne n'est pas encore structurée au niveau socio-économique. Donc il y a des solidarités, donc des liens, si vous voulez, lignagés, familiaux, tribaux qui jouent. Donc aussi, il y a l'ouverture vers pratiquement le monde arabe, le monde musulman, plus ou moins important dans certaines régions. Et puis il y a aussi la réaction vis-à-vis du pouvoir central et vis-à-vis aussi, donc, je mets un nez très loin, vis-à-vis de ce que c'est lui-même. Mais moi, ça, c'est notre débat. Et ce qui contribue à expliquer un peu, si vous voulez, le clivage ou l'opposition, si vous voulez. Et ça, à ce moment-là, c'est nord-sud et beaucoup plus politique, mais la liaison est complexe avec le niveau de développement. Si on fait la liaison automatique, donc tout le Ouest voterait ni ceci ni nada. Voterait à gauche. Mais bon, ça c'est notre problème. Et pourquoi la gauche n'a pas passé, ça c'est notre problème. Donc, c'est beaucoup plus des idées. Donc, au niveau politique, il y a un numéro spécial d'une revue qui s'appelle Espace politique. Donc il y a un article là-dessus sur les élections tunisiennes, anciennes, et bon, bien sûr, ce n'est pas les nouvelles, mais surtout anciennes, et la distribution des partis. Bon, c'est un essai, ce n'est pas une réponse totale, mais aussi c'est une tentative d'essai. Alors, la deuxième remarque, c'est au niveau de Gafs. Gafs, à la limite, elle est entrée en crise, la région de Gafs, le bassin de Gafs est entré en crise dès la fin des années 60. Tout doucement, parce qu'à la limite on sentait à l'époque que le phosphate ne suffisait plus et il fallait reconvertir. Et il faut rappeler que la compagnie de Gafs a employé à l'époque, au Sama atteint vers 75 presque 10 000 emplois. Alors que maintenant, en 2000, c'est 5 000. Donc, c'est 50% de l'emploi est parti. C'est-à-dire, à la limite, c'est toute une reconversion. Il y a une étude là-dessus qui s'appelle le bassin de Gafs. Totalement, en 1968, et de groupe 8. Et puis il y a la crise des années 90, et tout le programme de l'aéroport, ainsi de suite, ça a été conçu, bien sûr, sans citer l'affaire de Gafs, de 80, mais déjà en 90, c'est en crise, avant même dans l'état actuel. Et donc malgré toutes les tentatives, le complexe phosphatier de l'île, ainsi de suite, et ainsi de suite, là aussi, il est tombé en crise. Gabès aussi, avec le pôle et tous les espoirs dont on a atteint de ce pôle-là des années 70. Donc, il a fallu une dizaine d'années, une quinzaine d'années, et puis toute la région est tombée en crise parce que limite, au début, on attachait beaucoup d'espoir. Donc, il fallait résoudre tous les problèmes du Sud et ainsi de suite. Donc, et puis, on s'est rendu compte que au maximum, c'est 5 000 emplois en tout. 5 000 emplois avec tous les cadres essentiellement hors de la région. Avec tous les problèmes de la pollution actuelle, là, au niveau de la santé que ça. Donc ça a commencé par Sfax, puis Gabès, à l'époque, on ne posait pas le problème de la pollution, de la santé. L'essentiel, c'est de créer le maximum de l'emploi. C'est tout à fait logique. Donc à chaque époque, c'est problème. Et bien sûr, il fallait 10 ans, 15 ans pour, si vous voulez, se manifester les problèmes et le revers. Donc on voit le revers de la chose. Alors là, c'est un problème, parce qu'à la limite, il y a l'État et la compagnie. Or maintenant, ni l'un ni l'autre. Alors c'est encore la crise, c'est tout à fait normal qu'on comprend, en crise, et à la limite,
Donc, il y a deux choses. Donc la compagnie de Gursa, c'est pratiquement la fondatrice de tout le bassin minier. Bon, sans Gursa, bien sûr, l'État, tout ça, mais tous les bassins, les villes minières, les trois, on ne peut rien comprendre, rien expliquer sans la compagnie. Et puis l'État, avec l'indépendance, avec tous les équipements. Alors maintenant, c'est l'absence de l'un et de l'autre. La crise de l'autre et l'absence de l'autre. Donc c'est voué à une crise encore plus grave. Donc, si rien ne se fait. Alors, troisième remarque. Bon, c'est un phénomène, le clivage en Tunisie, ça date de l'Antiquité. Donc, la Carthage elle-même, avec des limites de sa santé sur les rives. Donc, le port, et pratiquement, il y a les Inès et tout ça. Donc, mais il y a des travaux sur les géographies historiques, tout ça, qui développent ces idées-là, qui montrent que la façade littorale était toujours le point d'entrée, et tout à fait normal, c'est l'ouverture, c'est ce qu'on appelle les interfaces. C'est par les interfaces que, entre la culture, entre tout, pratiquement les bonnes choses et les mauvaises aussi. Donc, mais l'opposition est venue souvent de l'Ouest, malheureusement. Donc, heureusement, je n'en sais rien, donc depuis le 19e siècle, donc depuis l'histoire, ainsi de suite. Alors, donc l'opposition, c'est tout à fait normal parce qu'elle est limite, sans tomber dans la caricature, donc tout à fait, il y a un phénomène d'acculturation, il y a un phénomène d'ouverture, pratiquement, donc ça crée une certaine mentalité d'acceptation de l'autre, donc qui est tout à fait normal, beaucoup plus élevé sur là où le contact avec l'autre est important, que dans les zones où il y a la fermeture, les zones sont enclavées, les zones qui sont loin, et puis on est loin, tout à fait logique. Mais moi, je me limite à l'époque récente, l'époque d'indépendance, c'est ça qui m'intéresse, c'est-à-dire l'action politique actuelle. L'histoire, on peut en discuter, donc la colonisation elle-même. Là aussi, notre remarque, c'est le nord-ouest. C'est-à-dire, j'ai dit, peut-être bien, ça n'a pas été très clair, parce que le contenu du temps, jusqu'aux années 90, il y a l'opposition. Le centre le plus développé, c'est la capitale. Ensuite, c'est le centre-est. Ensuite, c'est le sud-est. Ensuite, c'est le nord-est. Ensuite, on remonte dans le bas, le sud-ouest, ensuite le centre-est, ensuite le nord-ouest. C'est-à-dire, les antipodes, c'est la capitale et le nord-ouest. L'un à côté de l'autre. Alors, c'est tout à fait logique. Donc, j'ai dit depuis les années 90, c'est tout à fait l'inverse. C'est-à-dire le sol négatif reste négatif dans le nord-ouest. Bien sûr, c'est une des régions, jusqu'à maintenant, elle va continuer, mais elle vient d'être dépassée avec les années 90, et le centre-ouest devient la première zone et la première région d'expédition. Donc maintenant, ça fait 20 ans. Donc c'est pas nouveau, c'est pas depuis 2010 ou 2011. Et ça a été signalé dans des études, c'est une étude stratégique qui a été faite, c'est pas une étude universitaire placée dans une bibliothèque. Et les responsables le savent, mais c'est vrai, pour le citoyen habituel, je ne dis pas normal, il n'est pas normal. Le citoyen, donc, bien sûr, découvre beaucoup de choses à l'occasion, justement, de la liberté de discussion, du débat, tout ça. Donc, il y a beaucoup de choses qui étaient connues, mais à la limite étaient voilées, cachées, consciemment ou inconsciemment. Alors, notre remarque, c'est le problème de l'informel. Bon, ça c'est notre volet très important, ça nécessite notre intervention, en sachant que l'informel en Tunisie représente 43 à 45% de l'économie nationale. Donc c'est pas rien. Donc, et ça, à l'instar du monde entier, donc au début des années 70, on croyait que l'informel c'est un signe de retard, c'est quelques années, c'est comme le développement de ce développement. Donc ça va être passé avec une ligne de politique, et on parlait donc on parlait de c'est un problème de retard chronologique simplement, et ça demande 15 ans, de 20 ans, ça s'arrête. Mais malheureusement, il s'agissait de ce qu'on appelle, ça a été appelé le mal développement. Ce n'est ni le sous-développement, ni le développement, c'est le mal. On se développe autrement. Là, c'est tout à fait normal. Là aussi, au niveau foncier, au niveau terrain, au niveau habitant, il y a 25% des logements en Tunisie qui relèvent de l'informel. Alors, l'informel, c'est presque, donc, je dirais, entre 30% et 50% de l'économie, de l'habitat, de nos villes et tout ça. Et maintenant, pratiquement, et même l'État, à un certain moment,
a changé de politique stratégique. C'est-à-dire, je me rappelle, lorsque j'étais au district de Tunis, donc il y a interdiction de l'habitat spontané, pratiquement. Et puis, donc, pratiquement, il y a un changement total. On venait aider, promouvoir ce qu'on appelle les parcelles assainies, l'habitat évolutif, tout ça. Donc, même l'État a été obligé, devant le flot, devant le problème, de changer de stratégie. Et maintenant, bien sûr, on fait ce qu'on peut, mais c'est un autre côté de développement. Alors, une autre remarque, bien sûr, le micro et le macro, tout à fait. La contrebande, bien sûr, ça c'est la contrebande, bien sûr, ça veut donc survivre et faire vivre dans une bonne partie de la population tunisienne, notamment dans le sud, et ça arrive jusqu'au Tunis, donc une bonne partie des marchés donc, tunisois, donc pratiquement, étaient donc animés par des produits qui venaient de la Libye et de la contrebande. Contrebande, y compris des gens qui survivaient, donc faisaient 2-3 voyages chaque jour, donc, moyennant donc 20 à 50 dinars, 60 dinars, jusqu'aux grands contrebandiers, même avec des conteneurs qui descendaient, donc c'est pas Benghazi, c'est Jeanne, c'est Tchèque, c'est tout ça, c'est RSS, à la limite. Donc la contrebande, bon, je n'entre pas beaucoup en détail, donc c'est un volet très important. Et je disais simplement, donc toutes les échelles se comparent, donc à la limite tout à fait normal. Le micro n'est pas suffisant à lui seul d'éclairer, donc certains phénomènes ne peuvent être éclairés qu'à une certaine échelle. Donc, tout phénomène, donc, elle est intelligible à une certaine échelle. Bon, bien sûr, doit être complété sur d'autres échelles. Donc les études micro, donc ça nous éclaire certaines choses, mais à la limite, ça ne donne pas une idée, par exemple, du niveau de développement d'une région. Donc, un quartier, oui, donc une catégorie sociale, oui. Donc il faut que les deux, si vous voulez, pratiquement approchent. Alors, je reviens à la dernière question. Donc, les éléments endogènes, c'est tout à fait normal. Donc, le problème de redistribution, ça peut être dans le détail, mais il faut aller peut-être inverser totalement la démarche. Jusqu'ici, dans les politiques stratégiques de développement, on mettait l'accent sur les contraintes. Le non, c'est pas faisable. Jusqu'à un certain moment, on prenait à l'échelle mondiale, d'abord, toute une politique de développement, c'est-à-dire les pays développés, dans la limite, n'ont pas de ressources. Donc, bon, ça donc, ça a été dit au niveau de développement au niveau international. À la limite, de vivre sur l'aide internationale. Au niveau national, c'est la même chose. C'est-à-dire, à un certain moment, on a préconisé une certaine théorie que les régions pauvres, à la limite, il n'y a rien à développer. Donc, à la limite, ils doivent vivre sur l'aide. Et il faut développer là où il y a des ressources. Et ça a été même presque officialisé lors du schéma national d'aménagement de 1997. Alors autant le schéma de 1985 s'est basé sur l'équilibre régional, c'est-à-dire chaque région doit se développer toute seule, retenir sa population, créer l'emploi sur place, et on a distingué 8 régions. Autant en l'espace de 10 ans, avec le retournement de la conjoncture mondiale, avec la mondialisation terminée, en 97, 85, 97, à la limite on a divisé la Tunisie en deux. La Tunisie est-il, c'est la façade littorale, et c'est vrai, donc enfin, c'est moi qui s'appelle style. Hein. Par analogie, au Maroc, est-il inutile. Donc, mais il y a une ligne rouge, et c'est une ligne rouge, en vrai sens du terme. Donc, tous les gouvernements allaient à côté, donc c'est le grandes villes, c'est la plateforme logistique, c'est les autoroutes, c'est tout ça, donc tout le développement, c'est l'ancrage avec l'économie mondiale. Et le reste, à la limite, c'est le soutien de l'État. C'est l'aide des programmes sociaux. Et ce schéma-là, heureusement, mais n'a pas été diffusé publiquement. La troisième phase n'a pas été. La première, oui, la deuxième, oui, bon, mais la troisième phase, c'est-à-dire, n'a pas abouti à l'approbation parce que politiquement, c'était très gros, si vous voulez, pour passer. Donc ça n'a pas été approuvé officiellement, et c'est resté jusqu'à maintenant. Mais certaines choses ont été concrétisées donc, de façon illicite ou implicite. Donc voilà, donc à la limite, et ça c'est à la limite toute la Tunisie divisée en deux. Alors, pour me dire, à la limite, c'est l'insertion totale dans l'économie mondiale, à la limite, et avec la fermeture totale de la frontière algérienne, maintenant avec le terrorisme donc, fondamentaliste, ça pose encore plus de problèmes. Donc, la porte qui était ouverte sur le sud-ouest, elle risque, au départ, elle risque d'être fermée.
Et bien sûr, c'est la condamnation totale de la zone frontalière et à l'intérieur. Donc, et ça, donc, ça porte. Donc, à la limite, qu'est-ce qui va se passer? Les espaces les mieux utilisés seraient encore plus qu'avant la façade littorale. Voilà, je m'arrête là, parce que sinon ça. Très rapidement, un banquier ou une autre figure, je sais qu'elle agace beaucoup et qu'elle frustre les économistes de l'université, donc ils les accusent de légèreté, d'inexactitude, etc. Mais en contrepartie, ils ne font rien pour occuper le terrain. C'est-à-dire qu'ils se lamentent, mais on ne les voit pas s'imposer au niveau médiatique. Peut-être que les complexités de l'économie ne favorisent pas l'exposition médiatique. Parfois, quand dans une chaîne de télé secondaire type BNN ou Motas, il y a des émissions d'économistes et qui s'invitent, ça jargonne, ça parle de grandes théories, et c'est peut-être pas ce qu'attend le citoyen. Concernant la finance islamique, bon, c'est une problématique théorique qui existait avant la Révolution et avant la Troïka. Je sais qu'après, lors de la crise 2008-2009, certains ont dit, face à une finance qui n'est pas du tout régulée, il y a au moins la finance islamique. Exactement, il y a des garde-fous, etc. Ça pourrait être une réponse. Donc ça existait avant. Seulement, avec la Troïka, il y a eu un truc inédit. C'est la première fois qu'un ministère, le ministère de l'Enseignement supérieur, lance un master de finance islamique. Or, en principe, ce sont les institutions, c'est les facs, c'est les écoles qui lancent le détail. Le lancement du master finance islamique, il y a une personne qui était derrière ça qui n'a rien à voir. C'est pas toi. C'est pas moi, c'est mon collègue, il est juif. Et c'est rien à voir, c'est même pas. Bon. Quand on connaît les faits, des fois, Non, c'est intéressant. C'est dans la mouvement. Donc, l'éco académique, il demeure après la sortie du pouvoir. Parce que je pense que c'est un avantage comparatif pour ceux qui font de la finance et qui connaissent un peu l'islam et les fatwas, le Coran, etc. C'est intéressant, donc c'est un créneau à creuser. Ils ne vont pas l'abandonner. Hein, concernant la question du communisme local, etc., sincèrement, je ne connais pas cette littérature-là, je suis désolé, mais je vais jeter un coup d'œil dès que je rentre. Ça m'intéresse. Pour Sibenzine, c'est une très bonne idée, hein, l'idée du secondaire, d'associer l'économie aux sciences sociales. Je crois qu'en France, mais elle pourrait me corriger éventuellement, je crois qu'il y a deux agrégations. Une agrégation de sciences économiques, et là, c'est du néoclassique, c'est de l'orthodoxie, et une autre science économique et sociale, et qui est justement une économie ouverte sur les sciences sociales. Pour l'agrégation, oui. Pour l'agrégation, oui. Je suis d'accord. Mais pour l'enseignement secondaire, c'est associé ensemble. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'économie sans sciences sociales. Oui. Pour la France. Oui, pour la France. Donc c'est peut-être un créneau intéressant, justement. Donc vous avez pensé de résoudre le problème dès le secondaire, ce qui n'est pas une mauvaise idée. Donc vous savez que ce dont j'ai parlé en France, il y a un débat très vif depuis le début des années 2000 sur l'enseignement de l'économie. Il y a eu une révolte des étudiants d'économie. Enseignez-nous l'économie pour qu'on puisse comprendre la réalité, mais pas pour faire des modèles ultra sophistiqués. Il y a eu le rapport Fitoussi qui a réagi, il y a eu des profs qui ont accompagné la rébellion des étudiants. Bon, ici on n'a pas malheureusement ce débat, peut-être qu'il viendra un jour. Monsieur Baguet, oui, concernant l'INS et la crédibilité j'ai ma petite idée là-dessus, en fait. Ce que disent les économistes qui ont souvent collaboré, utilisé les chiffres de l'INS, ils disent qu'il n'y a pas de falsification, sincèrement, du temps de Ben Ali. Si les chiffres sont mauvais, ce que je veux dire, si les chiffres... pas ma question. Ah, d'accord, vous avez dit il faut avoir un recul critique, par rapport à... c'est pas ça. Dans le sens où c'est vraiment des constructions très élaborées, fabriquées, que revenir sur ça relève de ça. La manière de... D'accord, désolé, j'avais mal compris. Bon, ceci dit, il y a eu des tentatives de manipulation plus grossières du temps de la Troïka par rapport comparé à l'époque l'économie politique, oui, je suis d'accord. Ça devient urgent. On a besoin d'économie politique. Moi, j'ai écrit un petit article sur la Révolution, sur l'ère du tiers-monde.
économie politique de la Révolution, et j'ai terminé justement l'article par un appel à revenir à l'économie politique, pas nécessairement marxiste, c'est-à-dire si c'est Ricardo, la définition de Ricardo, c'est très bien. Hein. Donc, pas seulement pour étudier l'éducation, les problèmes d'éducation, de chômage, écoutez, quel capitalisme il y a en Tunisie aujourd'hui, qui sont les groupes qui profitent, quels sont ceux qui sont lésés, qui domine qui, hein, en termes de région, des groupes sociaux. Je crois qu'il y a tout un chantier à travailler. Qui gouverne. Qui gouverne. Donc voilà, j'espère avoir répondu à vos questions. Merci.